DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Attendra le dimanche prochain pour voir ce qu'il va se passer sur l'aire de jeu, mais déjà voir ce que les deux équipes ont pu présenter. Je pense que USM Alger, c'est également une équipe très efficace à domicile, mais une équipe qui n'est pas toujours à l'aise à l'extérieur. Donc si Lupopo peut profiter de cet état des choses, ça va être une bonne chose pour les cheminots, mais il reste encore cette confiance à placer sur les joueurs qui vont démarrer cette rencontre. Aussi, leur tirer les oreilles. On a vu qu'ils avaient un peu peur d'aller à l'abordage, peur d'aller faire douter cette équipe de USM, peut-être parce que c'était chez eux. Peut-être Andola, ça sera une autre chose. Et si Lupopo c'est décomplexe un peu par rapport à ce qu'on a vu à Alger, je pense que cette équipe peut également faire douter USM Alger. Pourquoi pas sortir vainqueur dans ce match? C'est possible, en tout cas pour le FC Saint-Éloi Lupopo qui a 4 points, parce que c'est un peu serré. Marumo a 9 points. Après 4 matchs joués, l'USM Alger est deuxième avec 7 points. En cas de victoire, le Lupopo qui a 4 points aura également 7 points, tout comme l'USM, et tout sera relancé dans ce groupe A. Al-Akdar est dernier avec 2 unités. Chavak Nteta, regarde l'effectif. Est-ce que vous pensez que le Lupopo peut aller chercher à cette qualification? Oui, s'il faudrait répondre comme ça au regard de l'effectif, oui, le Lupopo peut y aller, mais je pense que ça ne s'arrête pas qu'à la qualité de l'effectif. Ça va un peu plus loin, il y a surtout l'expérience. Je pense que quand on regarde leur dernière sortie, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est Lupopo qui a perdu un point ou Al-Akdar qui a gagné un point? Je pense que Lupopo pour moi a perdu un point, parce que on se pose peut-être pas cette question quand on est amateur de football, mais quand on mène 1-0, alors sur le banc, l'entraîneur il pense à quoi? Il pense à défendre les 1-0, il pense à marquer le deuxième but. Et je crois que cette réponse définit justement la politique sportive d'une équipe, c'est définir également la suite de la rencontre. Donc on a vu une équipe de Lupopo qui a ouvert le score 1-0 d'une façon inexplicable. Les joueurs ont commencé à reculer petit à petit, ils ont commencé à subir le jeu, on a commencé à avoir des incompréhensions, ils ont perdu le fil de la rencontre petit à petit. Donc je pense que quand on a des signes comme ça ne va pas que dans le sens de la qualité de l'effectif en termes de qualité pure de joueurs, ça va un peu plus loin. Donc c'est là où les joueurs, le cadre doivent justement prendre le relais, essayer justement de faire des fautes intelligentes, de casser les rythmes de l'adversaire, parce que on sent que l'adversaire commence à monter en pression, on commence à subir un peu plus de jeu, il y a plus de combinaisons, il y a plus de cohésion en face, et nous on commence à perdre le fil de jeu. Donc c'est là où justement cette maturité du vécu que peuvent apporter des joueurs comme Patou Kabango, Mika Miché, peut-être pour s'arrêter là, et aussi un entraîneur comme Magasuba qui a un grand vécu justement sur le plan continental. Mais moi je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu cette équipe être en mesure justement de casser le rythme adverse. Je n'ai pas vu l'équipe de Lupopo essayer de faire sortir l'équipe de Al-Akdar justement dans son match. Vous savez, faire sortir une équipe dans son match, c'est pas que le marquer un but, c'est également jouer sur ce que font très bien les Maghrébiens, c'est-à-dire que l'aspect psychologique, essayer de vous énerver un peu plus, essayer de faire des fautes, essayer de casser le rythme, essayer un peu justement d'avoir des séances de possession, et tout ça, ça a cruellement manqué au sein de la Lupopo. Après, c'est une jeune équipe, je parle pas de l'équipe Lupopo, mais je parle de l'état actuel de l'équipe, une jeune équipe qui revient en compétition interclub de la CAF après un très long moment.
justement donc un nouveau projet qui vient à peine de voir le jour il y a une année de cela. Donc les objectifs, les ambitions sont très très grandes. Il y a beaucoup d'attentes sur cette équipe, mais je pense qu'il faudrait aller pour moi à mollo. Ce que l'équipe a fait, déjà ne pas perdre à l'extérieur alors que ça menait à 0, c'est un point positif. Il faudrait essayer de capitaliser sur ça. Et maintenant, ils vont jouer à domicile, ils vont jouer le tout pour le tout. Je pense que pour moi, ce qui sera très important, c'est que l'entraîneur Magasuba réussisse justement à définir ce qui est clair. Parce que quand on marque un but, qu'est-ce qu'on fait après? On défend, on attaque. Parce que le Popo a marqué à l'aller. On a eu presque justement à vivre le même scénario. Ils ont marqué également en premier au retour. C'est le même scénario. Donc ça veut dire que de ce côté-là, il y a vraiment un manque de prise de responsabilité, de décision de la part de l'entraîneur qui doit se décider. S'il doit justement apporter beaucoup plus de cartouches offensives pour faire la différence, ou si il faudrait défendre en ce moment-là. Moi, je ne serais pas surpris, mais là-haut, quand même, je tiens à exprimer un peu beaucoup des remerciements de la part de l'entraîneur Magasuba, parce que pour l'une de Rafa, on a quand même un entraîneur qui a pris un risque, un entraîneur qui a compris que j'avais du talent. J'ai un jeune garçon qui est meilleur buteur du championnat, même si le championnat s'est arrêté. Tout le monde s'est plaint pourquoi il n'était pas au championnat d'Afrique des Nations. C'était le grand moment d'essayer de le lancer. Il l'a lancé, et on sait que quand on est un avant-centre, c'est un poste à responsabilité. C'est lui et les gardiens des buts qui viennent sur les terrains avec des grosses responsabilités. Le gardien des buts vient avec la responsabilité de ne pas faire perdre l'équipe, et l'avant-centre vient avec la responsabilité de faire gagner l'équipe. Donc gagner l'équipe, ça passe par marquer un but. Donc Orso l'a bien rendu, et je crois qu'il faudrait essayer de capitaliser sur des garçons comme ça qui ont tout à prouver, au même titre que l'équipe de Lupopo également qui a tout à prouver. Donc et deux sont au même niveau en termes de challenge, en termes justement de la recherche de la gloire et de la reconnaissance. Et c'est sur des jeunes garçons comme ça qu'il faudrait bâtir un projet, parce que l'équipe veut gagner la compétition, le joueur également veut gagner la compétition pour s'affirmer. C'est tout à l'intérêt de l'équipe justement de relancer des jeunes garçons comme ça, et ajouter un peu avec l'expérience des Patou Kabango, des Michel Mika. Je crois qu'on peut avoir une très très bonne équipe dans 2 ou 3 ans. Mais cette année, ce qu'a déjà produit le Popo, pour moi, c'est à féliciter. Mais justement, ils nous ont donné l'appétit. L'appétit vient à manger. On espère que contre l'USM, ça va marcher. Pendant ce temps, dans le groupe B, il y a le Daring Club Motema Pembe qui a 2 points. Il y a des choses à dire pour cette formation du Daring Club Motema Pembe, dernière de son groupe B avec 2 points, je le disais. River United est premier avec 9 points. DSMP, je rappelle, a été battu par River United lors de la dernière sortie sur le score de 3 buts à 1. Donc ASEC Mimosa deuxième, 7 points. Diable Noir à 4 unités, et DSMP est dernier avec 2 points. DSMP a encore 2 matchs à jouer en cas de succès. Il aura 6 points, il va totaliser 8 points. C'est possible encore de se qualifier, mais très compliqué en tout cas pour les Immaculés. C'est vrai que c'est possible sur papier. DSMP en cas de succès, il aura 8 points et doit compter sur le faux pas de l'ASEC Mimosa qui a déjà 7 points, ou encore du Diable Noir. Déjà le prochain adversaire, ça sera la formation du Diable Noir, Sylvie Meya. On va peut-être revenir sur le dernier match de DSMP avec tout ce qui s'est passé autour du départ, report de la rencontre, des fêtes, des photos sur la toile faisant état d'une équipe abandonnée à l'aéroport. Revenons un peu sur ça. Je vous ai vu que vous aviez maîtrisé les péripéties de ce départ au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, selon les témoignages des acteurs, puisque on va pas se les cacher, l'équipe n'a communiqué à aucun moment. Donc voilà, nous nous sommes rabattus sur les principaux acteurs qui déjà se plaignaient. Après, je pense que l'information a été d'abord apportée par Jonathan Massiala à la rédaction, que Motema Pembe, qui devait voyager le lundi, n'avait plus pu faire les déplacements. Ils sont arrivés à l'aéroport et ils sont rentrés. Donc après, ils devaient voyager le mardi. Je l'ai d'ailleurs annoncé
dans l'édition du soir du journal des sports de lundi, qui devait voyager le mardi. Et à un moment, je pense que j'avais mon téléphone, j'étais au téléphone avec un des joueurs. Je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes déjà au Nigeria? Il était 20h, il m'a dit non, il n'était pas encore au Nigeria. Ils étaient encore à Luanda et que selon les comités dirigeants, ils attendaient un vol affrété, oui, à 1h du matin, et il devait arriver à Uyo, là où devait se jouer la rencontre, à 627 km de Lagos, autour des 15h, alors que la rencontre était prévue à 17h. Donc voilà, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à suivre un peu ce dossier. Arrivé à 1h du matin, je ne dormais pas. Je me suis dit, je ne vais pas dormir jusqu'à ce qu'ils m'écrivent pour dire qu'ils ont finalement embarqué et ils avaient déjà décollé. J'ai encore relancé les joueurs. Ils m'ont dit qu'ils étaient encore en Angola et ils ne savaient pas quoi faire. Selon eux en tout cas, le téléphone du président sportif ne passait pas, donc ils ne savaient pas comment le joindre pour en savoir un peu plus sur leur situation, et ils étaient inquiets par rapport à la rencontre. Bon, on est resté en contact jusqu'à 3h du matin. Ils n'avaient toujours pas fait les déplacements, et arrivé le matin, au petit matin, vers 8h, c'est là que je me suis dit, en ce moment, même s'ils prennent un vol pour aller, ils ne vont pas arriver à temps, puisque s'il fallait quitter Luanda à 1h du matin, ils allaient arriver à 2h du match et à 8h du matin, donc c'était cuit. Et j'ai quelque peu écrit au secrétaire général de la fédération pour lui demander, j'ai dit, à cet instant, seul vous pouvez sauver cette équipe des Motema Pembe en demandant un report. Sinon, c'est un forfait que court l'équipe de Kinshasa. Et le secrétaire général, M. Belge Sitouatala, qui était déjà en communication avec les différentes autorités des Motema Pembe, a demandé d'autres détails pour justement communiquer à la CAF pour demander un report, chose qu'il a obtenue. Et après, je pense que les comités dirigeants des Motema Pembe a finalement obtenu des places pour le même jour, le même mercredi dans la soirée, pour rallier la ville de Lagos d'abord, avant d'aller à Uyo. Les joueurs sont arrivés à 1h du matin, et je pense qu'ils ont... Après, ils m'ont écrit autour de midi pour me dire qu'ils sont arrivés finalement à Uyo. Ils ont juste le temps, parce qu'après j'avais communiqué que les matchs étaient reprogrammés pour le jeudi à 20h, mais ce sont eux qui m'ont plutôt dit que le match était prévu à 15h. Et j'ai encore communiqué dans ce sens, en disant que les matchs étaient prévus à 15h, juste le temps que les joueurs puissent déposer les bagages dans leur chambre. Ils ont eu le temps de se débarbouiller, de manger un petit rien. Il était 13h, obligés d'aller au stade, puisque le match devait commencer à 15h. Ils ont finalement joué ce match et ils ont perdu. Après, il y a eu ces photos qui ont circulé. Bon, j'ai vu, comme tout le monde, sur la toile, des gens parlaient du retour, que les joueurs ont passé la nuit à l'aéroport après leur match. J'ai encore une fois de plus posé la question aux joueurs. Ils m'ont dit ce n'était pas avant, ce n'était pas après le match, c'était plutôt avant les matchs. Ils sont arrivés autour d'1h du matin à Lagos. Ils n'ont trouvé personne à l'immigration. On se rappellera que les joueurs gabonais avaient également subi la même chose en Gambie. Ils sont arrivés tard dans la nuit. Il n'y avait personne pour les libérer. Ils ont également passé la nuit à l'aéroport. Parce que voilà, quand vous arrivez chez les gens, vous ne pouvez pas, même si vous rentrez chez vous,
si vous ne passez pas par l'immigration, vous ne pouvez pas sortir de l'aéroport. Donc voilà, c'est ce qui a fait que les joueurs sont restés là jusqu'au petit matin, jusqu'autour de 7h du matin. Et voilà, donc ils n'avaient plus pris le bus pour aller à Uyo. Ils ont plutôt pris un autre vol vers de Lagos à Uyo. Donc après avoir été libérés autour de 8h, 9h, 8h30, 9h, ils ont finalement pris leur bus pour aller dans l'autre aéroport et prendre la correspondance pour Uyo. Donc voilà, c'est un peu tout cela, en tout cas selon le joueur, qui a fait qu'ils étaient très fatigués et ils n'ont pas pu résister face à cette équipe qui les avait déjà battus. Donc ils ont reconnu, ils pouvaient encore perdre, peut-être par un score moins lourd que celui-là. Mais bon, avec la fatigue et tout ce qu'il y a eu autour de leur voyage, de leur déplacement pour le Nigeria, voilà, ça a un peu plus rajouté, comment je peux dire, rajouter la contre-performance. Et voilà, après, ils sont restés au Nigeria. Donc, jusqu'à hier, samedi. Ils ont décollé hier. Ils ont décollé hier dans la nuit. Et là, j'ai d'ailleurs la confirmation. Ils sont arrivés à Luanda ce dimanche à 5h du matin. Donc, voilà, je pense que les photos, c'est vrai, on peut tous être tentés de parler ou de faire des commentaires sur les images, les vidéos qu'on voit à travers la toile. Mais après, il faut toujours vérifier à la source parce qu'on peut également se tromper sur ce qu'on dit. Donc voilà, les joueurs ont quitté Lagos hier et ils sont arrivés aujourd'hui à 5h du matin à Luanda. Donc voilà, ils n'ont pas passé la nuit après le match puisqu'ils n'ont quitté qu'hier, depuis le jeudi qu'ils ont livré cette rencontre. Voilà, c'était là Sylvie Meillat qui est revenu sur le départ et le retour de Desampé. Merci beaucoup Sylvie, mais moi dans tout ça je me dis qu'il y a eu un sérieux problème de communication au sein de cette formation vert et blanc, parce que n'était peut-être les sources de Sylvie, les sources de Jonathan, les sources de chaque journaliste qui s'est informé autour de départ et de retour de Desampé. On pouvait ne pas être informé comme ça a été le cas. Un sérieux problème de communication. Mais mettez-vous à la place de la direction de communication d'un club Motema Pembe. Mais vous voulez qu'ils communiquent sur quoi? Sur le fait que le joueur soit bloqué à l'aéroport ou sur le fait que le président n'arrive pas à trouver des solutions? Je pense que c'était très compliqué pour eux justement d'être en mesure de pouvoir de trouver la bonne orientation, la bonne façon de pouvoir communiquer. Donc ils se sont tus. Comme d'ailleurs souvent, ils se testent toujours. On a toujours des problèmes sérieux pour avoir de vraies informations concernant les Daring Club Motema Pembe. Donc, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on en arrive à ce niveau-là avec une équipe comme le Daring Club Motema Pembe, avec Vidi et Chimanga qu'on avait critiqué pour autre chose, peut-être en termes de moyens aussi. Il a également été critiqué, mais je sais qu'il a été victime. Et surtout, c'est Yo-Yo également. Je démissionne, je reviens. Voilà, à la fin, ça peut fatiguer. Déjà l'équipe. Pourtant, c'est parmi les... Si on peut compter parmi les dirigeants que Motema Pembe a eu. On se pose la question, à l'égard de la situation, comme ça s'est passé, c'était important d'aller là-bas ou il fallait assumer le forfait? Parce que de toutes les façons, on savait que 2 jours, 3 jours à l'aéroport, on ne prépare rien, on arrive à 2h du match. Les forfaits, mais on regarde les conséquences. Les forfaits, il faut regarder non seulement les conséquences, mais les forfaits est plus honteux que de perdre sur le terrain. Oui. Donc il pense qu'il est préférable en tout cas de perdre même 9-0 sur le terrain
que de perdre sur tapis vert 3 buts à 0. Alors, c'est qu'il faudrait qu'on se pose une vraie question. Surtout pour le déplacement. Ce que nos amis gabonais, ils ont fait ici, c'était dû à quoi alors? Parce qu'ils étaient presque dans la même situation. C'est vrai que c'était pas 2 jours comme les derniers clubs Motema Pembe. Ça nous ramène à réfléchir autour justement du niveau du football congolais, parce que les derniers clubs Motema Pembe dans la même situation que le Gabon est incapable de gagner. Les Gabon qui arrivent dans la même situation que les derniers clubs Motema Pembe s'imposent ici au stade de Martyr face aux léopards de la RDC. J'essaie de comparer ce qui est comparable en termes de situation, pas en termes de club et équipe nationale. Donc, quand on arrive à ces niveaux, du côté du Darren Club Motema Pembe, l'équipe noue beaucoup d'ambition. Il y a des recrutements qui sont faits dans ce sens. Et malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur le terrain, parce que sur le terrain, c'est vrai que il y a peut-être 2-3 trucs à dire. On pourrait toujours reprocher aux joueurs, à l'entraîneur et tout ça, mais ça fait plus mal quand le problème arrive au niveau de l'administration de l'équipe, qui non seulement n'a pas de vision clairement définie, n'arrive pas à mettre les moyens qui vont avec, n'arrive pas à trouver des solutions à des problèmes antérieurs, voire même à des problèmes présents. Et ça, c'est très très compliqué pour avancer. Est-ce important aujourd'hui de se battre pour dire que l'année prochaine on sera encore en Coupe de la Confédération si on ne sait pas avoir les moyens qui vont suivre avec? Parce que non seulement ça, il y a encore les primes des joueurs qui sont pas payés, il y a des salaires de joueurs qui sont pas payés, il y a des entraîneurs qui revendiquent, des entraîneurs passés qui revendiquent leur salaire, l'entraîneur actuel également. On a des guéguerres au niveau de la gestion, on a des guéguerres au niveau de la vision. Donc le président n'est pas reconnu comme il doit être reconnu par tout le monde. Bref, j'en reviens à la conclusion que si aujourd'hui on t'explique les problèmes d'un club Motema Pembe, que tu le comprends, c'est qu'on t'a peut-être mal expliqué. Voilà, le Daring Club Motema Pembe qui est rentré en Angola ce dimanche. Des Saint-Pé, c'est 2 points, je le disais. De Saint-Pé peut se qualifier, mais il faut bien négocier. Les dernières sorties, ça sera face à Diable Noir et également face à la formation d'ASEC Mimosa. Voilà, on va peut-être clôturer avec le groupe D du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui a 3 points seulement. Dans un groupe où il y a l'US Monastir qui compte 10 unités, Young Africans 7 points et puis Real de Bamako qui a 2 points, dernier du groupe. Le tout-puissant Mazembe battu lors de la 4e sortie une fois de plus par l'US Monastir sur le score de 1-0. Donc le tout-puissant Mazembe n'est pas dans une très très bonne position, il faut se le dire. Qu'est-ce qui ne va pas au sein des Corbeaux? Je donne la parole à qui? Le problème, il faudrait qu'on essaie un peu de rester sur notre thématique. On est en train de parler de l'équipe tout-puissant Mazembe en termes de joueurs, entraîneurs, staff technique. Non, on parle de Mazembe en termes des résultats. Il faudrait parler de Mazembe en termes de résultats, oui. Mais il faudrait que... Tout à l'heure, on a quand même parlé du tout-puissant Mazembe où il y avait des problèmes de communication, et du tout-puissant Mazembe, du dernier club Motema Pembe où il y a des problèmes de communication. Mais je crois que c'est important également qu'on essaie de bien communiquer autour du tout-puissant Mazembe en termes justement des visions, en tout ce qui concerne le recrutement de cette équipe Geneviève Mboa. Parce que on sait que dans le temps, Mazembe s'était recruté le meilleur joueur africain. Vous avez eu Given Singulumba, meilleur buteur du Chan, qui se retrouve au tout-puissant Mazembe. Sylvain Gbo, qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations, qui se retrouve au tout-puissant Mazembe. Le meilleur sur le plan national, qui s'est retrouvé au tout-puissant Mazembe, le Joël Kimwa, qui est Issa Mpeko et compagnie. On a eu cette génération-là au tout début des années 2010 avec le président Moïse Katumbi. Et puis on arrive vers la fin, justement, début année 2020, on a une politique qui change complètement. On se retrouve avec des Jackson Mouleka qui incarne assez bien cette politique, un joueur qui vient de la KFA, qui fait quelques clubs en prêt et qui se retrouve aujourd'hui du tout-puissant Mazembe. C'est l'une de grandes réussites de cette vision du tout-puissant Mazembe. La vision a changé, on n'a pas communiqué sur la vision, mais les objectifs restent tels, c'est de gagner les compétitions d'interclub de la CAF. Mais on doit gagner, oui, on doit gagner avec des joueurs qui ont ces vécus, qui ont de l'expérience et qui justement ont déjà quand même prouvé quelque chose. On ne vient pas au tout-puissant Mazembe pour apprendre des choses, on ne vient pas au tout-puissant Mazembe pour avoir de l'expérience, on vient au tout-puissant Mazembe avec ce qu'on a déjà connu pour contribuer à faire avancer cette équipe.
équipe. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les avant-centres qui se sont succédés au tout-puissant Mazembe. Ça vous fait comprendre qu'il y a un tâtonnement déjà sérieux en termes justement être en mesure de cibler la bonne pioche. Depuis Samantha, ça a bien marché avec Bolingue et Mouleka, mais depuis Mouleka, il n'y a plus personne. Vous avez oublié Ben Malango. Voilà. Et depuis Malango, dans Mouleka, parce que Mouleka c'est après Malango, donc après Mouleka, il n'y a plus personne. On a essayé Joël Béa, ça marchait pas. Baleke, ça a été une catastrophe. Dieu merci que le jeune garçon commence. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance? Non, c'est pas question de confiance, mais il y a ces questions justement que la pression des objectifs pour des joueurs qui ne sont pas préparés au haut niveau, justement comme on dit, l'enjeu tue le jeu. Ça s'applique également chez le joueur. Vous avez un joueur qui te sort d'un club qui joue le maintien, un club promu qui se retrouve au tout-puissant Mazembe, qui doit faire gagner l'équipe de la Ligue des Champions. On est sur des terrains diamétralement opposés. Donc, il faut de soit assumer pendant 2-3 ans, justement, de faire de la figuration. C'est-à-dire que si on gagne, ok, ça va, c'est bien, mais si on gagne pas, on ne tape pas sur l'entraîneur. Et on se retrouve avec un entraîneur, c'est vrai, Pamphile Miayo, qui prend les rênes aujourd'hui. De l'autre côté, j'ai quand même écouté, il y a des gens qui m'ont dit que non, Mazembe, on pouvait pas dire ça parce que ça change pas des politiques. Il y a quand même des joueurs d'expérience qui sont là, mais les joueurs d'expérience, ils sont plus productifs. Aujourd'hui, Saman Pepko, il te fait 30 matchs, mais en termes de statistiques, il passe D, c'est pas ça. L'implication offensive, ce n'est pas ça. Sur son couloir, il n'apportait pas ça. Donc, il a le poids de son âge. Un Kalaba, c'est la même chose. Kofi Kwame, c'est pareil. Aujourd'hui, Mazembe se retrouve avec 3 ou 4 bons gardiens. On savait que Mazembe, le gardien numéro 1 à l'époque, Kidiaba, c'était le gardien de l'équipe nationale. Le numéro 2, Bo, c'était le gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a un Siadi qui convainc pas tout le monde et pas que lui, son remplaçant. C'est la même chose. En défense centrale, c'est presque pareil. Au milieu de terrain, c'est un vrai chantier. Le côté Philippe Kizumbi, qui a été exceptionnel avec la jeunesse sportive groupe Bazano, qu'on ne retrouve plus du côté du tout-puissant Mazembe, du moins par séquence. Donc, tout ça est combiné à une politique qui change, même si on veut pas l'assumer, mais ça a quand même changé, avec deux joueurs qui, en termes d'efficacité, ne sont pas au niveau. Donc, ça contribue également. On se retrouve avec on a un manque sérieux d'un vrai leader technique. Quand Mazembe met son 11, qui est le vrai leader technique du tout-puissant Mazembe, il n'y en a pas. Un avant-centre type qui peut y apporter quelque chose, il n'y en a pas. Un Ngonga aujourd'hui, pour moi, c'est très petit de le dire que c'est la solution après 2 ou 3 matchs en Ligue des Champions. Il faudrait encore voir dans la durée avec la Lina Foot ce que ça va donner. Donc Mazembe reste cette énigme. Et pour moi, je crois qu'il faudrait prendre un peu de recul, assumer justement qu'on a fait une transition, qu'on a essayé de revoir le budget à la baisse, qu'on a essayé de revoir les objectifs à la baisse, qu'on a essayé de revoir également la façon de faire à la baisse et pour permettre à ces jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, parce que un Siadi par exemple qui est critiqué aujourd'hui, mais on sait que c'est un très très bon gardien, mais le milieu, la façon dont il est géré, tout ce qui est autour de décompression ne permet pas justement qu'il soit bonifié. Est-ce qu'aujourd'hui les équipes congolaises souffrent de ces fléaux? On a essayé de parler avec vous hors micro avant le début de l'émission par rapport aux joueurs congolais en général et de tous les continents pratiquement, de tous les horizons. Apparemment, le Congolais, soit c'est lui-même, soit c'est l'environnement ou encore l'équipe au niveau de la RDC. Est-ce qu'on peut dire que les équipes semblent ne pas donner comme il se doit confiance aux joueurs, parce que voilà. Non, je crois pas. Je crois peut-être ou pas, mais moi je pense que il faudrait être cohérent dans ce qu'on fait. Quand on. Pourquoi le même. Je vous donne cet exemple clair. Le même Glody Lelepo qu'on décriait pratiquement à chaque match, c'est vrai, il était parmi les meilleurs joueurs des V-Club, mais il était décrié à chaque match. Mais quand il va à Al Hilal, c'est pratiquement, il tourne autour des 90% des réussites. Parce que quand je parlais tout à l'heure, on a un joueur comme Jésus Moloko. Tout à l'heure, quand je parlais de Florent Ibengue, je disais qu'on lui a donné les clés du camion, on lui a mis dans un confort. L'Ilepo, il a les salaires qu'il faut. Il a les salaires qu'il faut. Pas avec Florent Ibengue. Donc je pense que c'est problème de confiance, si on peut le dire, mais également c'est problème des moyens. Le joueur, justement, les équipes congolaises, vous voulez tirer le meilleur d'un joueur, il faut lui mettre dans des conditions qu'il faut. Mais ce n'est pas aussi le milieu. Je donne l'exemple de Baleke.
Avec Mazembe, ça n'a pas marché. Il est allé au Liban, ça n'a pas marché. Regardez Baleke aujourd'hui avec Simba. Avec Baleke, la transition a été très très grande. Ce qui est en train de bien faire les Saint-Oula le Popo avec Orso, par exemple. Quand on recrute Orso, c'est pas pour qu'il soit l'avant-centre type qui va faire gagner le Popo la Coupe de la Confédération. Non. C'est pour qu'il s'intègre dans un collectif et qu'il progresse petit à petit. On attendra de lui plus dans 1 année ou 2 ou 3 ans. Baleke, il est arrivé avec le statut de meilleur buteur de la Ligue nationale de football comme étant le remplaçant pour remplacer Jackson Moulouka et faire gagner le tout-puissant Mazembe une compétition africaine. Et c'est là où la gestion du cas Baleke a été très mal gérée parce qu'on met sur un jeune joueur qui à peine découvre le haut niveau beaucoup de responsabilités. Ça peut marcher, il y a des exceptions. Il y a des joueurs qui l'ont fait. Moulouka, par exemple, on a compté sur lui, ça a marché. A pris aux côtés de Jackson, de Ben Malango, de Bolingui et tout ça. Il a appris aux côtés de Ben Malango. C'est la gestion, la façon de voir. On place en lui cette confiance, cette responsabilité directement. Il n'avait plus beaucoup de peine parce qu'il jouait déjà aux côtés de Ben Malango. Il savait déjà. Quand il ne sera pas là, je serai là, je dois répondre présent. Et je pense que c'est ce qui a manqué un peu. La transition, Mazembe, pour rester dans le tout-puissant Mazembe, ils n'ont pas su trouver cet avant-centre de transition. Quand on parle d'un avant-centre de transition, vous prenez un garçon comme Jean-Marc, comme Agoussou Mundele. On sait que Agoussou Mundele, l'actuel Mundele, il va pas te marquer peut-être 20 buts en saison, mais c'est un avant-centre. Une fois il sera sur le terrain, il va t'apporter ce calme, il va t'apporter justement cette lucidité, il va permettre à tes milieux de terrain de souffler, à tes ailiers justement d'être un peu plus bons, il va essayer de les bonifier. Et aux côtés d'un jeune joueur, il peut l'aider à progresser. Mais au tout-puissant Mazembe, sur le cas Baleke, c'était pas ça. Et c'est cette même erreur qui sont en train de reproduire sur le cas Siadi Badjo, qui vient avec les statuts de remplacer un Robert Kidiaba. C'est le nouveau Kidiaba. C'est très lourd à porter. Ça a mangé beaucoup de joueurs. Vous avez un joueur comme Gourcuff qui était magnifique avec Bordeaux. Mais une fois qu'on l'a comparé à Zinedine Zidane, il a complètement disparu parce qu'on voyait à lui le nouveau Zidane. Donc je pense que avec le jeune joueur, tout en connaissant les réalités justement de notre pays, il faudrait aller crescendo. Voilà pourquoi un prêt à gauche, un prêt à droite, c'est important pour le faire progresser. On a vu comment un garçon comme Lelepo a progressé. La malédiction du dossard 7, parce que voilà, vous arrivez à Manchester United, vous remplacez avec ce dossard 7 un certain Cristiano Ronaldo, vous arrivez au Real Madrid, vous remplacez avec ce dossard 7 un certain Cristiano Ronaldo, de même avec le dossard 10 de Messi au Barça. Ansu Fati, c'est pas possible. On l'a vu que c'est à peine que le Real réfléchit comment donner le. Mais parce que avec Vinicius, ils ont laissé le temps, ils ont accepté qu'il fasse des erreurs. Donc avec Baleke, Mazembe n'a pas accepté qu'il fasse des erreurs. Mazembe n'a pas accepté qu'il se rate 2, 3, 4 matchs parce que les objectifs de Mazembe, c'est tellement haut, mais en termes de recrutement, ça ne suit pas. Et donc, ça fait deux mondes. Il faudrait faire un choix. Soit on est sur le projet purement marketing de la marque, c'est-à-dire qu'on va recruter petits joueurs. L'essentiel, c'est de figurer au niveau africain pour vendre de maillots, pour être visible. Super League, je pense pour être en Super League également. Il faut également. Là, il faut recruter de bons joueurs parce que il y a pas un bon avant-centre. Je suis désolé, je ne crache pas sur les avant-centres du tout-puissant Mazembe, mais quand je parle de bons avant-centres, je parle en termes de statistiques. Aujourd'hui, Mayele chez Young Africa, c'est confirmé, c'est l'avant-centre type, il te marque beaucoup de buts. Il n'a pas fait ça que chez Young Africa, il a fait aujourd'hui chez Vita, il a fait avec Simba, donc on voyait un peu sa progression. Et même quand il est arrivé dans ce club, il n'est pas arrivé comme titulaire. Je crois qu'il y avait Manzoki qui était là et qui ne marchait pas bien. Petit à petit, on a commencé à l'intégrer et il a fini la saison en boulet de canon. Donc, il faut être en mesure justement de faire progresser ce jeune joueur-là tout en acceptant qu'il fasse des erreurs. C'est là où Mazembe ne communique peut-être pas bien dans le sens où il faudrait faire comprendre aux gens que c'est vrai que on a peut-être changé un peu de vision parce qu'on veut faire entrer plus d'argent qu'on en sort. On payait beaucoup trop cher de joueurs. C'est vrai qu'on gagnait, mais aujourd'hui on a beaucoup plus de concurrence. Il n'y a pas de garantie que chaque année nous serons en finale ou soit nous gagnerons une compétition africaine. Donc on essaie de réduire la masse salariale, on essaie de recruter des pépites qui seront justement très forts dans 2-3 ans, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs qui sont perdus au tout-puissant. Vous avez Gondé Soundi par exemple qui était
magnifique Erlesson Todal Popo qui s'est perdu aujourd'hui passant un mois bas, je sais pas s'il n'est pas blessé, il s'est perdu. Oui. Donc aujourd'hui même en termes de les gardiens maliens, on ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc bref, il y a quand même ce genre de choses qu'il ne faut pas du bien dans le tout-puissant Mazembe, dans le sens où ça ne va pas dans le sens de l'image du tout-puissant Mazembe. Donc je crois qu'une bonne communication pour essayer de faire comprendre à tout le monde que on sera présent à l'interclub de la CAF, ça c'est sûr, mais pour gagner, permettez-nous une petite transition de 2 ou 3 ans et la machine va se remettre en marché parce qu'il y a de bons joueurs, des pépites il y en a, mais il faudrait les encadrer. Il faudrait les encadrer, on va pas s'éterniser puisqu'on a pratiquement pris 1 heure et quelques minutes pour parler interclub de la CAF. Mazembe est 3e avec, je le disais, 3 points, suivi derrière Monastir qui a 10 unités. Young Africans est 2e avec 7 points. Le Real de Bamako est dernier avec 2 points. Le Real de Bamako, c'est d'ailleurs le prochain adversaire du tout-puissant Mazembe. Le match aura lieu au Mali lors de la 5e journée de cette Coupe de la Confédération. Merci de rester avec nous. Il est 16h41 ici à Kinshasa. Nous allons parler des léopards de la RDC. Ça sera Bilile le kamalo bana ebele.